Ce sont ces paysans qu'on demande de se contenter de prix toujours plus bas, à tel point que dans certaines zones, ils ont tout simplement décidé de laisser tomber le coton. Et comme de l'ironie, on leur dit attendez, maintenez-vous dans le secteur parce que vous n'avez pas le choix. D'ailleurs, il y a le coton BT, c'est-à-dire les OGM. Si vous prenez les OGM, vous aurez davantage de produire davantage et puis de vendre. Donc, émergent, je ne sais pas sur quelle base, quand je parle des réalités de mon pays, et cette baisse des prix de cette matière première s'inscrit dans un contexte où les institutions financières prétendent que l'État vit au-dessus de ses moyens, que les 200 000 fonctionnaires, je crois qu'on avait à l'époque, c'était trop. Dans un pays, tout est à faire. La santé, l'éducation, tout est à faire. Mais ce qui leur importait, c'était la masse salariale. Alors, comment, pourquoi on a tant de fonctionnaires? Il faut absolument réduire le nombre de fonctionnaires. Il faut d'ailleurs que l'État se désengage. L'État n'a pas sa place ni dans la production, ni dans la distribution, mais il faut le moins d'État possible et laisser la place au privé. Moi, je veux bien. Mais quel privé? Nous sommes un pays où c'est vrai qu'on n'a jamais porté totalement sur l'État. Et le commerce, parce que quand je parle de la mondialisation et du caractère déloyal du commerce mondial, c'est pas pour dire qu'il ne faut pas de commerce. Parce que le commerce transsaharienne, nous savons ce que c'est que le commerce. Nous sommes un pays de commerçants. Mais les commerçants que moi j'ai connus quand j'étais gamin savaient de quel marché il s'agissait. Ils savaient calculer, ils s'organisaient, ils n'avaient pas de calculateur ni d'ordinateur. Mais ils parvenaient à vivre de leur travail. Ils allaient précisément vers la Côte d'Ivoire et le bétail, le poisson, et revenaient la cola. Il y avait un minimum de commerce sous-régional qui nous permettait d'échanger entre nous. Donc il a fallu sortir de ce que nous savions faire entre nous et par nous-mêmes. Ce n'était pas encore l'intégration, mais pour nous inscrire dans un paradigme dont tous les paramètres sont gérés à l'extérieur. Donc depuis 30 ans, nous allons de colloques en séminaire et en conférence pour apprendre à organiser nos économies selon des critères définis par d'autres. Mais le temps de comprendre que ce n'est pas sur cette base que nous allons nous enrichir et qu'en réalité, la prétendue coopération au développement est pensée et mise en œuvre en fonction des intérêts de ceux qui nous proposent ces solutions. C'est simple, c'est simple, mais une certaine idéologie de la solidarité, de l'aide veut que, dans cette coopération, soi-disant coopération au développement, qu'il s'agit surtout de nous développer, c'est-à-dire de sortir de ce que nous sommes, de ce que nous savons faire, pour nous adapter à un capitalisme mondialisé et financiarisé aujourd'hui, qui, je l'ai souvent écrit, a toujours été une histoire de sueur, de sang et de larmes pour nous. Sueur, sang et larmes. Alors quand vous dites ça, on vous dit, mais oui, où est l'alternative? Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? On n'a pas le choix, tout le monde s'ouvre, il faut vous ouvrir. Le matraquage, ce que j'ai appelé le viol de l'imaginaire, c'est vrai, a atteint un tel degré, le degré d'aliénation culturelle de nous-mêmes est tel que nous nous sentons, nous avons l'impression qu'effectivement, il n'y a pas d'issue, il faut changer, il faut tout donner au privé. Alors puisque notre privé est inexistant, embryonnaire, mais le privé qui va venir prendre, c'est le privé des autres. C'est ainsi que bien avant, c'est après que nous avons vu des gens marcher, se battre ici pour l'eau, l'électricité, le gaz, mais nous, tout avait été bradé, on était déjà fait, il n'y a plus rien à part, on a tout vendu. Parce qu'on a commencé par nous dire que les industries, le Mali, dans les années 60,
la question du leadership ne se posait pas dans les années 60. Aujourd'hui, tout le monde peut cracher sur tous les dirigeants africains, les traiter tous de dictateurs. Mais on a eu quand même une génération de dirigeants, c'était quoi? Des hommes modestes, des enseignants, qui avaient une telle foi en l'Afrique. Donc ce sont eux qui ont essayé, qui ont créé des industries. Nous, on avait une quarantaine d'industries. Tout ce qu'on pouvait trouver sur le marché, qu'il s'agit de jus de fruits, de tomates, de textiles, les radios, et même si c'était des usines d'assemblage, on avait ce sentiment de fierté d'avoir quelque chose à nous. La liste de tout ce qu'on a essayé avec Modibo Keïta, nous pleurons encore en regardant cette liste d'usines qui existait, qui avait commencé à donner du travail aux gens. Et qu'est-ce qu'il y a de plus logique que de prendre appui sur ce qu'on produit, transformer, créer des emplois, mais avoir d'abord un marché intérieur. Nous n'avons plus de marché intérieur. Nos pays sont des dépotoirs. Tout est fabriqué ailleurs. On envahit les marchés. Et de quels produits? Les restes, la plupart du temps. Parce que les produits de qualité et la plupart des gens, le pouvoir d'achat est tellement faible qu'on peut se contenter que de restes, les restes de véhicules. Les véhicules, il me disait que la pollution a beaucoup de sur les véhicules d'occasion, les genres de motos qu'on ne produit pas ici, les téléviseurs, j'en sais rien. Il y a des gens même qui ramassent ici, devant les portes, il y a des camions pour ramasser des choses qu'on peut envoyer là. Alors que l'immensité des richesses du continent est telle que logiquement, nous devrions pouvoir transformer, vendre, avoir un marché. Mais on nous dit non, et pour être compétitif, produisez, en tout cas pour vivre, si vous avez besoin de devises, et vendez-nous ce dont nous avons besoin. Mais ne produisez pas en fonction de vos propres besoins et alimentaires, et ainsi de suite. C'est dans cette logique que nous sommes. Au regard de cette situation, nous nous sommes trouvés 50 ans plus tard, l'an dernier, comme je l'ai dit, on a chanté et dansé encore une fois. On a un professeur qui dit que l'Afrique avant chantait et dansait après avoir produit, après les récoltes. Maintenant on danse tout le temps. Maintenant on chante et on danse l'émergence aussi. Il y a une catégorie d'élite qui pense effectivement qu'il n'y a aucune raison qu'on ne devienne pas comme la Chine, le Brésil et tout. Alors, le propos consiste chaque fois à dire, ah oui, pourquoi on est en retard, vous voyez, tel pays était au même stade que nous, nous-mêmes on va les rattraper. Les rattraper comment? Bien entendu par la soumission. Parce que la Chine qui émerge, ce n'est pas une Chine de béni oui-oui, ce n'est pas une Chine de démocratie à l'occidentale. Sans état d'âme, ils savent ce qu'ils font. Je ne sais pas si ça où ils vont. Parce qu'il y aurait à dire beaucoup sur cette émergence. Il y a des riches, des richissimes, mais il y a une immense pauvreté aussi. Le Brésil, c'est pareil. Ça a l'air de marcher. Nous, on est allé dans le cadre du Forum social mondial à Porto Alegre parce que Lula y était. Donc, Lula a mis beaucoup d'eau dans son vin. La pauvreté est réelle et cette pauvreté touche les Noirs surtout. Nous avons été dans le cadre du Forum social mondial à Bombay, on a vu la Chine. Alors quand on pénètre, quand on voit ce qui se passe à l'intérieur de ces pays dits émergents, c'est-à-dire on compte toujours sur ce qu'on appelle la classe moyenne, les nouveaux riches, on les appelle les Black Diamonds en Afrique. C'est-à-dire quelques-uns qui s'en sortent, qui ont leur BlackBerry, une villa située quelque part sur les hauteurs ou au bord de la mer, qui ont toutes sortes de cartes de crédit, qui viennent en vacances ici. Ça, c'est l'Afrique idéalisée dans le cadre de l'émergence, et c'est cette Afrique que l'on veut. Alors, l'immense majorité des Africains qui mangent peut-être une fois par jour, qui se font chasser de tous les côtés. Et c'est cette Afrique, justement, qui est un pays arabo-musulman,
J'ai lu et j'ai entendu dire, alors c'est formidable, et à quand l'Afrique? Est-ce que le vent de la démocratie va traverser le Sahara? J'ai dit, attendez, sur ce plan au moins, je crois que c'est nous qui sommes porteurs de leçons pour les autres. Parce que je ne sais pas, l'amnésie d'où elle vient, les gens oublient qu'il y a 20 ans, après le discours de la ONU, c'est tous nos pays, toute l'Afrique francophone a été chamboulée et par des élections, des conférences nationales, et puis depuis lors, on est dans l'alternance. Ça fait 20 ans d'essai de démocratisation. Je ne sais pas pourquoi, mais pendant que nous, on nous disait, voici la conditionnalité démocratique, Mitterrand, et Balladur, la conditionnalité financière, si vous voulez notre argent, démocratiser selon nos normes. Tout le monde y est allé, tête baissée. Du coup, de bons élèves ont émergé, mon pays fait partie de ça. J'ai des compatriotes dans la salle. Grâce à la démocratie, donc, on a engrangé beaucoup d'argent. C'était beau d'être un pays adulé. Et puis tout le monde pouvait venir, le Mali, ça va, il y a des infrastructures, il y a cela, ça bouge. Mais ça bouge pour qui? Dans quel sens? La félice, la politique. Alors, c'est ce champ politique aujourd'hui, ce que je sais de la démocratie dans un pays présenté comme une démocratie exemplaire. C'est ce champ politique qui m'amène aujourd'hui qui me fait souffrir quand je vois que la politique de la canonnière à l'œuvre en Côte d'Ivoire au nom d'une démocratie qui n'en est pas une. Comment le dire aux Occidentaux, comment le dire aux Occidentaux que ce qui est rendu en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la démocratie, ni ailleurs en Afrique, mais un instrument qui doit garantir aux dominants le personnel politique dont ils ont localement besoin pour ouvrir les économies africaines. Non pas dans le sens de nos intérêts, mais dans le sens de leur intérêt. Il ne faut jamais oublier. Pour des tas de raisons. Si je prends le cas de mon pays. Qui dit démocratie dit d'abord peuple souverain. Si le peuple est souverain, ça veut dire qu'il sait pourquoi ce dont il souffre, pourquoi il doit voter, dans quel sens il est. Nous avons un électorat illettré. 90% des Africains qui sont poussés à l'école aujourd'hui ne savent strictement de l'histoire économique, c'est-à-dire des rapports nord-sud qui gouvernent les mutations qui sont en cours. Personne ne se donne la peine de les éduquer, de telle sorte que lorsqu'ils vont glisser le bulletin dans l'urne au profit d'un tel, ils puissent exiger de ce tel qu'il n'ait pas signé tel ou tel type d'accord commerciaux, et ainsi de suite. Donc les peuples que l'on prétend défendre aujourd'hui à l'Élysée sont d'abord des peuples désinformés. Du fait de cette désinformation, bien entendu, quand ils ne savent pas, ils s'approchent à quoi? Ils s'approchent à ce qu'ils savent, c'est-à-dire l'identité des acteurs politiques. L'identité, l'ethnie, la religion, puisque je ne peux pas m'engager ni construire sur des bases autres, je vais faire confiance à celui qui porte le même patronyme que moi, puisque nous nous ressemblons, nous nous connaissons, il fera certainement de telle sorte que nous aussi, notre tour arrive. Voici dans quoi nous nous sommes trouvés en Côte d'Ivoire. Il se trouve que l'immense majorité de cet électorat désinformé, trompé, c'est des jeunes. Précisément ces jeunes, de part et d'autre. Je prends la Côte d'Ivoire parce que c'est le cas qui nous préoccupe, mais dans chacun de nos pays. C'est ce peuple des jeunes diplômés, désespérés, qui n'ont pas le droit, qui n'ont pas droit à un emploi, et ni à une perspective d'avenir, ni à un visa pour aller voir ailleurs. Ce sont ces jeunes-là qui s'engagent à mort dans des processus de démocratisation où leurs souffrances et leur colère sont instrumentalisées
par les mêmes puissances occidentales, qui profitent, qui les utilisent pour faire partir un tel à tel moment. C'est ça qui est scandaleux. Parce qu'on ne leur a pas donné la chance de comprendre. Mais le moment venu, lorsqu'on a envie de se débarrasser d'un dirigeant, ou lorsqu'on ne veut pas d'un dirigeant donné, on sait comment aller dire au bon peuple français que c'est Nicolas Sarkozy, dont le taux, la cote de popularité a atteint 22% ici, mais on l'approuve à 63% dans sa chasse au dictateur africain. Quelqu'un, si on peut m'expliquer ce paradoxe. On estime qu'il n'est pas bon dans ce qu'il fait en France, mais il est bon quand il s'agit d'aller dire à l'Afrique comment démocratie. On peut comprendre ce jeu politicien, mais que de là à passer et à l'acte, après avoir essayé d'instrumentaliser aussi des institutions africaines totalement carentes. Donc on a essayé, nous on s'est battu localement pour qu'au moins le Mali, le Sénégal et autres n'aillent pas prendre des fusils pour aller faire la démocratie chez nos voisins, alors que chez nous-mêmes, elle ne marche pas. J'ai parlé du profil de l'électeur, qui me semble fondamental, qui a droit à l'information, qui a le droit de choisir, mais pas n'importe quel choix, mais pour donner un sens aux politiques économiques qui déterminent l'emploi, la nourriture, la santé et l'éducation. Ce n'est pas le cas. Des démocraties minoritaires partout, on atteint le taux de participation de 50 à 70% que dans les pays en crise comme la Guinée, le Sénégal, mais chez nous, ça atteint rarement 30%. Quand 30% de la population se mobilise pour élire quelqu'un, il paraît qu'ici aussi, l'abstentionnisme commence à gagner du terrain. Et on a des problèmes. Mais le fin fond de cette histoire, moi je suis en colère parce que ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est que tout cela obéit, enfin est fait pour sauvegarder un libéralisme débridé, meurtrier, et qui a du temps dans l'aile, et ici aux États-Unis. Comment Barack Obama peut se mettre avec Sarkozy et pour combattre en Afrique ceux qu'ils appellent des dictateurs? Moi je sais, c'est une réalité, sauf que Laurent ne l'est pas. Dans le cas de Laurent, j'avais dit, moi je ne m'engage pas, je ne suis ni pour Laurent ni pour Gbagbo. Mais objectivement, aujourd'hui, on a humilié quelqu'un qui a été le premier en Afrique de l'Ouest à défier un homme extrêmement puissant qui s'appelle le président Sokolo. Dans un contexte où tout le monde, y compris moi-même, on se taisait. C'est lui d'abord qui a exigé le multipartisme, les élections. Il a fait la vision pour ça. Lui et sa femme sont syndicalistes. Lui, il a dit qu'il fallait autre chose que d'être justement à la solde du capitalisme français, d'être la vitrine du capitalisme français, et qu'on pouvait envisager l'avenir de la Côte d'Ivoire et de la sous-région autrement. C'est ça qui a été son tort au départ. Depuis lors, et là j'espère ceux qui ont vu le film France-Afrique de Patrick Bengué, ce n'est secret pour personne, ils l'ont dit, il n'était pas l'homme du système. Mais ce qui s'est passé depuis lors, je passe rapidement sur les détails. La rébellion, l'incapacité pour les Nations Unies et la France de réconcilier ce pays, de désarmer les rebelles et d'exiger l'organisation d'élections dans un pays difficile. Et de s'étonner que les résultats soient contestés et d'exiger que celui qui, d'après eux, a gagné, a gagné. Pas de recomptage, pas de réélection, rien du tout. Il faut que cela dégage. Bon, moi je ne veux pas entrer, je dis, je ne vais même pas m'attarder sur le contentieux électoral. Parce que c'est ça qui a été fait. C'est ça qu'on a servi à tout le monde pour nous faire oublier les enjeux, les grands enjeux qui sont géoéconomiques, géostratégiques, parce que le golfe de Guinée, où la Côte d'Ivoire se situe, fait partie du sauvetage du système aujourd'hui qui a du plomb dans l'aile. Obama sait, la France sait, qu'ils sont en perte, l'hégémonie et de ces puissances occidentales en perte de vitesse devant la Chine qui avance à pas de chien
Ils ont besoin de points d'ancrage. Il ne s'agit ni de Laurent, ni de Paix, ni de Alassane, ni des peuples d'Afrique. Il s'agit de savoir comment sauvegarder les intérêts dominants. Et dans une période où ce n'est plus la guerre froide, mais c'est tout comme, puisque l'Asie et l'Occident vont s'affronter. Ce siècle va être l'affrontement, ce n'est la guerre froide, on en est sorti, mais l'affrontement se situe essentiellement entre la Chine et l'Occident, et ça va passer par l'Afrique. Et quand ça doit passer par l'Afrique, il faut avoir en poste des amis sûrs. Et moi, je pense que tout cela n'a rien à voir avec la transparence des urnes, et que tout cela ne peut pas justifier la tuerie. Alors on viendra vous dire, un tel a tué, l'autre a tué, qui a tué. D'ailleurs, on va traîner le coupable devant la Cour pénale internationale. Je ne sais pas si vous avez remarqué, juste depuis la création de cette Cour pénale internationale, ce sont des Noirs surtout qui sont passés là-bas. Et bien sûr, avec l'Europe de l'Est, mais la majorité de ceux qui passent. Et Bush, c'est 100 000 morts en Irak. Tony Blair, son complice, les deux se baladent aujourd'hui. Bush a créé sa fondation. Les criminels les plus puissants écrivent leurs mémoires, donnent des conférences à 50 000 euros, et les petits criminels vont tous avoir droit au jugement de Okan. C'est aussi l'ordre actuel du monde. Alors quand je dis tout cela, pourquoi je vous dis c'est moins pour défendre qui que ce soit que pour faire de telle sorte que ce continent, dont le seul tort est de receler des minerais, du pétrole, de l'uranium, et tout ce dont le modèle de développement qui a fait la prospérité de l'Occident a besoin d'ingrédients, et ces ingrédients sont en Afrique. Ce n'est pas l'Afrique, ce sont les Africains qui sont appauvris. L'Afrique est loin d'être pauvre. Mais si on venait à disparaître tous aujourd'hui pour que les gens puissent s'y installer, peut-être que c'est ça qui arrangerait tout le monde. C'est ainsi que, et en guise de sanction, quand on regarde tous les leviers qu'on a, les leviers qui ont été actionnés pour acculer, pousser les populations à se révolter, on en a appris considérablement. On le savait. Mais maintenant, si on veut un cas d'école pour savoir comment on déstabilise quelqu'un pour l'éjecter, on sait tous les leviers qu'ils ont actionnés. La diplomatie. L'ambassadeur de France et des États-Unis d'Amérique en personne entre dans la danse pour dire qui a gagné, jamais vu. La diplomatie, la prétendue communauté internationale, qui n'est rien d'autre justement qu'une coalition d'intérêts dont la composition change selon les circonstances. Donc on passe par la communauté internationale, le nouveau Dieu. La nouvelle religion, c'est la démocratie, en sachant parfaitement qu'elle ne fonctionne pas de la même manière, que ce n'est pas du tout le même contenu. Donc la religion démocratie avec comme bon Dieu la communauté internationale. Mais c'est-à-dire un cheval de Troie pour les États-Unis d'Amérique et les membres du Conseil de sécurité. Donc quand ça ne marche pas, bien entendu, l'autre levier redoutable, c'est bien entendu ce qu'on appelle les médias france-africains. La quasi-totalité des télévisions et des radios qui nous informent sur cette situation appartiennent aux multinationales. Oui, Bolloré et l'État français. Ce sont donc ceux dont les intérêts sont en jeu, ce sont eux qui formatent, qui font l'information. Donc nous, qu'est-ce que le résultat des courses? Ceux qui écoutent nous méprisent parce que nous sommes ces Africains qui ne s'en sortent pas, qui s'entretuent, qui viennent nous embêter, envahir la France alors qu'on les a aidés. Et l'autre aspect, beaucoup plus grave, c'est notre haine de nous-mêmes. Cette partie, cette portion des Africains qui persuadés aujourd'hui que le développement marche bien ailleurs, alors qu'ils sont ici, ça parfaitement. La fracture sociale, la précarité, mais il est ancré dans la tête d'une catégorie d'Africains que le développement est vertueux, la démocratie est vertueuse, c'est l'Afrique qui s'en sort mal. Mais je dis,
l'histoire actuelle de l'Afrique n'est que l'une des expressions locales de l'ensauvagement du monde. Nous ne sommes pas fiers de nous-mêmes. Les autres, plus on avance, plus ça va continuer, parce que ça va continuer. C'est ce que Fillon et Juppé nous ont promis hier. Parce que ce qui est révoltant dans cette affaire, il ne s'agit pas de dire, je ne sais vraiment pas qu'on s'attarde sur ces détails, dire qui a raison fort, mais ils ont dit, et ça on le sentait, que c'est un signal à tous ceux qui vont s'engager prochainement dans les élections d'Afrique. Cela veut dire qu'on est prêt à mater tous ceux qui ne vont pas et s'inscrire dans le centre de nos intérêts, tous ceux qui vont commencer à regarder le progrès du côté de la Chine ou à essayer de se mettre à l'écoute de la demande sociale seront punis. Donc, mesdames et messieurs, comme vous l'avez entendu comme ce matin, 400 millions d'euros dans une banque qui a des problèmes, 400 millions d'euros et 180 millions de la part, tout cela sera ensemble et seront injectés dans une économie qu'on a asphyxiée délibérément au nom de la démocratie. On a empêché l'écoulement du cacao. J'ai parlé de levier diplomatique, levier médiatique, levier économique. Donc vous ne vendrez pas. Levier financier, les banques seront fermées, vous ne pouvez pas payer des salaires. Et même levier sanitaire, parce qu'il y a une embargo sur les médicaments. Si les puissants de ce monde pouvaient rationner l'air que les Ivoiriens respiraient, ils l'auraient fait. Alors cela, ça tout le monde doit avoir ça présent à l'esprit, c'est-à-dire la capacité de nuisance de la communauté internationale, qui sait pertinemment que d'abord dans des pays où nous sommes confrontés au manque d'eau, de nourriture, de médicaments, au nom d'une prétendue démocratie, aller priver des peuples qui n'en peuvent plus, les priver davantage de tout ce dont ils ont besoin, juste pour les pousser contre celui qui est là. Il fallait pourrir totalement la situation et faire de telle sorte que tous les jours mettre un peu d'huile sur le feu. Les gens s'entretuent. On commence à tenir la comptabilité macabre de qui a tué qui et combien, mais jamais, au grand jamais, on ira au fin fond du débat qui consiste à dire que l'immensité de l'Afrique, aux portes de l'Europe, chacun a, je veux dire, chacun a son arrière-cour. Nous sommes l'arrière-cour de l'Europe. L'Europe a besoin de l'Afrique, mais d'une Afrique soumise, d'une Afrique humiliée, dirigée par des bénévoles. C'est ce résultat qu'on voit. Laurent n'était pas un ange, mais il a eu le mérite quand même de dire non. Il est le seul qui n'est pas venu défiler ici le 14 juillet. Le 14 juillet, ils étaient tous censés venir fêter les 50 reines ici, il ne l'a pas fait. On peut lui reprocher de telles choses, mais il y a quelques actes qui permettent de dire qu'au moins il y a quelques-uns qui résistent. Mais c'est notre droit à la résistance qui est parfois. Parce que si l'argent de l'Europe doit être récompensé, c'est-à-dire, c'est exactement le même schéma qu'en Irak. Et bombarder, détruire pour reconstruire. Et la reconstruction permet de donner des contrats aux mêmes, puisque c'est Bouygues qui nous a construit les palais, les présidences, les routes et tout ce qui a été pilonné en Côte d'Ivoire, sous prétexte qu'il fallait détruire l'arme lourde, tout ce qui a été cassé, ça donne lieu à des marches. Donc déjà tout le monde, et les autres pays qui sont en train de préparer des élections, apprennent à la lumière de cette situation que lorsqu'on est raisonnable, on sera aidé. On est en plein dans la corruption. C'est cette corruption, la corruption qu'on reproche aux dirigeants africains. Ces dictateurs qu'on déteste, parce qu'il y a des pays où les gens sont là depuis 20 ans, 30 ans, ça ne gêne pas du tout la France. Donc moi je pense qu'il s'agit ici de notre communauté de destin. Quel est le regard que nous allons poser ensemble sur cette situation? Un regard lucide. Lucide en disant, ne vous y trompez pas, il n'y a pas une Afrique différente sur une planète avec ses problèmes. La politique intérieure de la France détermine sa politique africaine. Il s'agissait, dans le cadre de ces élections, de faire oublier aux Français que vraiment, c'est-à-dire si on peut être mieux là-bas,
si on peut donner des leçons de droits de l'homme, et quelque part, il y a cette blessure narcissique qui se soigne, en apprenant que, voilà, on n'est pas si mal que ça d'ailleurs. Mais est-ce que cela veut dire qu'on est tous ensemble? Est-ce qu'il y a lieu aujourd'hui, dans un monde si dangereux, de vouloir se sentir supérieur à d'autres qui s'entretuent, qu'on fait semblant d'aider, ou alors on va faire de telle sorte que la vérité et la justice, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de démocratie possible quand les gens le savent. Voilà. Donc nous avons suivi la vérité et la vérité triomphera. L'Afrique va mal parce que, à cause de soi-disant communauté internationale. Et les Africains, ils y croient, hein? Ils y croient à la communauté internationale mensonge. Ils y croient au bluff des Occidentaux 666. Des voleurs immenses des minéraux en Afrique. Des tueurs en Afrique et des grands pédophiles en Afrique. La communauté internationale, oui, cette communauté internationale dont pas mal s'agenouillent et croient à cette communauté. Musulmans chrétiens croient à cette communauté internationale. Oui, le peuple noir. Car qu'est-ce qui s'est passé? L'aliénation totale de l'être humain noir par Léopold II. Léopold II, le grand sadique allemand belge, qui a amputé les mains de nos parents, Bantou, qui ont fait des massacres immenses. Car ce que Léopold II a fait, des Brazza le blanc des Brazza, il a fait aussi au Congo Brazzaville. Il a amputé les mains des Congolais du Congo Brazza. La même stratégie comme Léopold II, le sadique. Oui. Et les Congolais de la RDC devront comprendre que la Belgique, c'est leur ennemi. La terre de Belge, c'est pas une terre à mettre pied et d'y vivre. Le peuple congolais doit comprendre que ils ne peuvent pas être en Belgique parce que la Belgique est à l'origine de l'assassinat de Patrice Lumumba. Oui, et c'est la Belgique au XXIe siècle qui contribue au massacre immense des Congolais. Et la Belgique, devant toute la scène, et les Américains, les Français et les autres derrière. Ça, le peuple congolais devront comprendre. Est-ce qu'il faut aller faire la courbette à la Belgique pour dire « Je voudrais me présenter aux élections. Je voudrais être le futur président du Congo, hein, du Congo démocrate à démocratiser. » Mais la République démocratique en RDC, elle n'existe pas. Car une république démocratique, c'est pas une république des viols. Une république démocratique, c'est pas une république où ce qu'on laisse affamer le peuple, où ce qu'on refuse de donner l'eau potable au peuple. Une république démocratique, c'est pas une république où on prive le peuple de l'eau potable. Mais république démocratique n'existe pas. Ça n'existe pas. Et pour qu'elle existe, il faut que le peuple congolais de la RDC puisse se lever pour le soulèvement populaire. Il n'y a que ça, soulèvement populaire, qui va libérer le Congo RDC et toute l'Afrique. Car le Congo RDC, c'est le cœur central de toute la réussite pour toute l'Afrique. La clé se trouve en RDC. Mais c'est pas pour rien, ils disent le fusil. Et là, le fusil et la détente se trouvent en RDC.
Mais c'est pas pour rien, l'homme blanc le dit. L'homme blanc, voleur, assassin, violeur, pédophile en Afrique. Et ça, le peuple noir devront comprendre. On ne va pas vous apprendre ça à l'université. Hein? On ne va pas vous apprendre ça dans des grandes écoles de master. Non. Non. Demandez au professeur des mathématiques d'où viennent les mathématiques. Demandez à un professeur à l'université, en Europe ou aux États-Unis. Ils vont vous dire que ça vient de chez eux. Grandement faux. Ça vient du Congo RDC. L'os du Chango. Mais frappez l'os du Chango sur votre téléphone ou votre tablette ou sur votre ordinateur. Mais la vérité doit triompher. Le Congo RDC, c'est le cœur central de toute la réussite du monde. C'est la connaissance provient de là, le Congo RDC. Et c'est là-bas où ce qu'on massacre, c'est là-bas où ce qu'on viole les femmes, les enfants. C'est là-bas où ce qu'on prive les peuples de tout. La vérité doit être dite. Et la vérité sera toujours dite. Et l'homme blanc, il ne pourra jamais être l'ami de l'être africain. Grandement faux. Nous allons suivre maintenant autre chose. La vérité doit triompher. L'homme blanc est un barbare. Et c'est pas pour rien. PPRD. Le PPRD travaille pour la communauté internationale. Le PPRD et tous sont des moutons, sont des nettoyeurs des toilettes de l'homme blanc. Le parti PPRD de Hippolyte Kanambe, voleur du nom de Laurent Désiré Kabila. Tout le parti PPRD, ce sont des travailleurs nettoyeurs des toilettes de l'homme blanc. Oui, mais oui. Eux tous, ils font la courbette pour nettoyer les toilettes de l'homme blanc. PPRD. Oui. Qui n'est qu'un parti pour voler l'argent du Congo RDC, faire souffrir le peuple du Congo RDC. PPRD. Des voleurs. Tous des voleurs. Ils ne sont pas là pour la réussite du Congo. Ils ne sont pas là pour le peuple congolais. Non. Et ce qui leur arrange, c'est de tuer les Congolais. Ils aiment tuer les Congolais. Et ils aiment tuer les Congolaises. Il y a pas mal de gens qui ont disparu à Kinshasa, dont on ne retrouve pas les corps. C'est parce que ils découpent les corps des gens et ils donnent aux chats. Ils découpent et ils donnent aux crocodiles. Mais oui, le parti PPRD, des grands criminels. Voilà pourquoi, peuple congolais, il faut le soulèvement populaire pour en découdre avec l'homme blanc. Oui, l'homme blanc qui a pris le Congo RDC en captivité. Oui, l'homme blanc. Nous allons suivre. Alors, il y a deux problèmes qui vous ont... deux conflits en Afrique qui vous sont restés en travers de la gorge. Le conflit ivoirien
Il y a le conflit ivoirien. D'ailleurs, je vois, il y a M. Elgué Kabé, professeur en Côte d'Ivoire, je crois qu'il est à Abidjan, qui dit qu'il est en train de vous suivre avec beaucoup d'intérêt. Docteur Pougala, vous êtes un digne fils de l'Afrique. Une question. Avec ce qui est arrivé à M. Gbagbo en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il arrive à Kadhafi, et vu l'émergence des dirigeants africains à la solde de l'Occident, croyez-vous encore au panafricanisme? Absolument. Je crois. Et aujourd'hui, les difficultés que les Occidentaux ont eues en Côte d'Ivoire, les difficultés qu'ils sont en train d'avoir en Libye, c'est parce que, regardez un peu ce qui s'est passé, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Libye. Madame Hillary Clinton a fait le tour d'Afrique pour demander aux Africains de renvoyer les ambassadeurs libyens. Mais ça ne s'est pas fait. Donc, quoi qu'on dise, les États-Unis d'Afrique, c'est en marche. Non, mais la crise ivoirienne m'est restée de travers pour un motif simple. Comment voulez-vous que des pays qui se disent démocratiques, c'est là que j'ai dit dans mon article libyen que la démocratie n'existe pas, aillent organiser des élections dans un pays coupé en deux? Ça ne se fait pas. Ou vous êtes capable de réussir l'unité du pays. Non, dans cette région d'Afrique, c'est en marche. Non, mais la crise ivoirienne m'est restée de travers pour un motif simple. Comment voulez-vous que des pays qui se disent démocratiques, c'est là que j'ai dit dans mon article libyen que la démocratie n'existe pas, aillent organiser des élections dans un pays coupé en deux? Ça ne se fait pas. Ou vous êtes capable de réussir l'unité du pays. Non, dans cet article, je mettais au défi M. Choi ou bien Ban Ki-moon. Ils viennent tous de la Corée. Le pays est divisé en deux. Est-ce qu'ils imaginent aujourd'hui de faire une élection entre les deux Corées sans l'unification? Ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Donc faire une élection sans unification, ça veut dire qu'on avait déjà prévu le gagnant. Voilà, on avait déjà prévu le gagnant. Deuxièmement, comment est-ce qu'on peut faire une élection avec une des parties armées? C'est dit aux autres demain, avant de vous présenter aux élections présidentielles, munissez-vous d'une bonne armée. Quel est ce message? Parce que vous avez dit en filigrane, vous dites que on a dépensé 300 millions de dollars pour organiser les élections en Côte d'Ivoire, et que cet argent, pour vous, c'est de la pure perte. On aurait pu construire des routes, des hôpitaux avec. Exactement. Parce que je ne crois pas au suffrage universel. Comment ça? Expliquez-nous cette théorie-là. Alors, le suffrage universel, c'est de dire que on nous a bourré la tête en disant que l'Afrique devait se développer à partir du moment où on allait voter. J'ai dit ça, c'est de la pure propagande. Le vote ou le non-vote ne va pas changer la réalité en Afrique. La réalité en Afrique change à partir du moment où nous prenons conscience des enjeux du monde, même pas seulement en Afrique. À partir du moment où nous prenons conscience que nos parents ont été trompés et comment ils ont été trompés, à partir du moment où nous sommes capables de comprendre les pièges du système, c'est ce qui va nous aider à nous développer. Ce n'est pas aller voter. Voter ou pas voter, ça ne va rien changer. C'est ce que je soutiens. Je donne pour preuve. En Chine, on ne vote pas. Et tous ces pays qui disent que c'est le vote qui doit développer la c'est eux qui vont demander de l'argent en Chine. Comment alors ils expliquent ça? Donc, une belle question que c'est à eux de répondre. Donc, le suffrage universel, chaque pays invente son modèle de démocratie. On ne peut pas prétendre qu'en Afrique, on va transposer autre chose. Je vous donne un exemple. M. Chirac, il était président de la France. Il a été accusé d'emploi fictif à la mairie il était à la mairie de Paris. On l'a voté pendant 16 ans. Pendant 16 ans, il a créé de l'emploi fictif. C'est bien la démocratie. Son parti est accusé de bourrage des urnes. M. Juppé, qui est ministre des Affaires étrangères, a écopé 1 an d'éligibilité. Il est allé au Canada. Lorsqu'il revient après 1 an, il contraint le maire de Bordeaux à démissionner pour lui redonner son siège de maire. Alors que la population de Bordeaux a voté celui-là. Donc, est-ce que ce sont ces gens qui vont venir nous enseigner que c'est le vote qui va changer notre destin? J'ai dit non. Ils l'ont juste utilisé comme une énième propagande et instrument de diversion. C'est un instrument de diversion de nos propres problèmes. Parce que quand je parcours l'Afrique, je suis allé dans 22 pays en Afrique. C'est-à-dire qu'on gaspille le temps qu'on aurait pu parler des vrais problèmes. Une élection, on discute d'une élection pendant 1 an avant que l'élection n'ait lieu. On discute 1 an après que les élections aient eu lieu.
Et pendant ce temps, les problèmes du pays restent intacts. Donc, ça a été une manœuvre pour nous détourner de nos vrais problèmes. Vous ne pensez pas qu'il y a des pays aussi où la démocratie se passe comme en Occident et ça marche? On cite souvent le Ghana, par exemple. Oui. On dit au Ghana, il y a la démocratie, bonne gouvernance, et le pays avance. Et je vous mets au défi de me montrer un pays européen qui a le même système que son voisin. En Suisse, lorsqu'on vote à la fin, les perdants et les gagnants gouvernent ensemble. C'est ce que la Suisse. Vous n'avez pas d'opposition. Donc, dans l'administration fédérale suisse, c'est les perdants et les gagnants. Ça, c'est leur modèle. Or, ce qu'on veut nous transposer en Afrique, ou tout au moins l'Afrique francophone, c'est le modèle français. Ce qu'on veut transposer en Afrique anglophone, c'est le modèle anglais. Donc, on est dans une continuité de la colonisation. Vous pensez que quel est le modèle qui peut être adapté au pays africain? Il n'y a pas de modèle qui peut être adapté. Dans mon article sur la Libye, Jean-Jacques Rousseau, donc... Voilà. Quand on vous parle de communauté internationale, en réalité, on vous parle de la recolonisation en Afrique. Et pas mal des Africains, ils s'y croient, hein? Mais il ne faut pas croire à ces conneries. Communauté internationale n'existe pas. C'est communauté de la dictature, communauté des pillages, communauté de plus de misère en Afrique, communauté pour empêcher aux Africains d'avoir l'eau potable, communauté pour empêcher toute dictature de ne pas sortir de leur système de dictature. Mais ce n'est pas pour rien. La majorité des dictateurs, on les a baptisés à devenir des francs-maçons. Parce que les francs-maçons, c'est bien, c'est génial pour cette communauté internationale qui font souffrir le peuple noir. Comment vous pouvez expliquer au XXIe siècle un pays comme la Centrafrique, immensement riche côté minéré, le peuple souffre? Comment vous pouvez expliquer? Il n'y a même pas des écoles primaires de ce nom. Il n'y a même pas des universités de ce nom avec des ordinateurs, avec des tablettes. Mais pendant ce temps, la Centrafrique égorge immensement du diamant, immensement de l'uranium, immensement pas mal des minéraux, dont même France 5, une fois, une journaliste de France 5 a su dire, il y a 38 nouveaux minéraux découverts par des sociétés françaises. Mais ils n'ont jamais donné les noms. Vous voyez? Et ça, les gens doivent comprendre. Les gens doivent comprendre. Croyez-vous à la communauté internationale? Croyez-vous vraiment à cette communauté? Mais celui qui croit à la communauté internationale, il est devenu plus idiot des idiots. Parce que la communauté internationale, elle n'existe pas. C'est communauté de la dictature. La table ronde qu'on parle, table ronde, dialogue, émergence, ça sort du club de la franc-maçonnerie. Ça n'existe pas. Hein? Un tueur, quand il tue le peuple, il faut que le peuple s'arme pour en découdre avec le dictateur. Regardez 8% Sassou, de chez moi, le Congo-Brazzaville. Il vient en France, on lui donne des ouvertures immenses. On lui met tapis rouge. Et il marche, hein, et il est content. Sassou, quand il vient en voiture à l'Élysée, Emmanuel Macron court en vitesse pour accueillir Sassou. Ce Hollande ne faisait pas. Mais c'est pour vous dire, Macron, entre deux, sollicitait au dictateur d'opprimer de plus en plus le peuple noir. Et la dictature continue à faire ses jeux immenses. Et quand 8% est venu à l'Élysée, 8% est venu pour signer.
pour signer des nouveaux accords pour la France, les pillages immenses des minéraux, et signer des accords pour légitimer Kiki Kakangeso qu'il devienne le nouveau roi du Congo. Mais la vérité doit être dite. Et les Congolais sont là, nous devons nous asseoir, parler avec le PCT, faire table ronde, Oui, il n'y a que comme ça. Mais vous n'avez rien compris. Un Monseigneur Kombo, qui est mon oncle, qui a fait sortir 8% Sassou le tueur par la grande porte. Il est où, Monseigneur Kombo? Il est où? Sous terre. Sous terre. La France n'a pas d'amis. Mais le général de Gaulle, il a su bien dire, hein? La France, elle n'a que ses intérêts. Mais c'est ce qui continue en Afrique. Il faut tuer l'Africain. C'est ça. L'homme blanc est dangereux. Excessivement dangereux. Et celui qui croit à l'homme blanc, ce qu'il n'a rien compris. Voilà. L'homme blanc est dangereux. Très dangereux. Et les gens doivent comprendre. Celui qui n'a pas compris ce que ça ne va pas dans sa tête. Il y a pas mal de gens qui croient que l'homme blanc, c'est Dieu. Hein? Il y a pas mal qui se disent que l'homme blanc, c'est Dieu. Sans Dieu, il ne peut pas vivre. Il y a des Africains qui croient trop à l'homme blanc. Regardez les Chinois. Vous les voyez en RDC. Ils sont pleins. Ils ont des magasins Chinatown. Et ils parlent le lingala. Mais des Chinois qui viennent d'arriver, comment ils peuvent parler le lingala? Mais posez-vous mille questions. Ce sont des pyromanes. Ils font les mêmes jeux comme les Occidentaux. Sauf que eux, ils disent, on vous construit des routes. Mais les chemins des routes, où est-ce qu'ils construisent? Ils disent, on construit, mais en échange, vous devez nous donner certaines mines où est-ce que nous allons travailler pendant 5 ans ou 10 ans. Mais attendez, est-ce que le chemin de la route peut faire 10 ans ou 5 ans d'exploitation d'un grand site de minerai, du cobalt ou du coltan ou du tantal? Le Congolais, l'Africain a perdu les pédales. Et l'Afrique, elle est en train d'aller, mais sous une catastrophe immense. À cause de qui? Les dictateurs. Les dictateurs. Ils ont sacrifié l'Afrique. Et il est temps que l'Africain puisse comprendre que le dictateur est l'ennemi du peuple africain. Très important. Quand l'Africain comprendra, il sortira du gouffre. Parce que l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain en lui-même. Hein? L'ennemi du peuple noir, c'est l'homme blanc, l'homme occidental. Oui, l'homme occidental. La vérité doit être dite. Et ça, les Africains doivent comprendre. Aucun Africain doit dire que l'homme blanc, c'est son frère. Aucun Africain doit dire que l'homme blanc, il doit travailler avec l'homme blanc. Mais non, l'homme blanc n'est pas ton frère. L'homme blanc n'est pas ton ami. L'homme blanc, il vit pour ses intérêts. Il vit pour les pillages immenses des minéraux en Afrique. L'homme blanc ne veut pas voir l'Afrique décoller. Il veut voir l'Afrique à genoux. Car ils aiment voir le peuple africain en train de pleurer. Mais ça, c'est l'homme blanc. C'est l'homme blanc. La vérité doit être dite. Le jour que l'Africain comprendra, il sortira du gouffre. Parce que le vrai problème, c'est ça. Hein? Le vrai problème est là. Hein? Le vrai problème se trouve là. Et les gens doivent comprendre que l'être humain
blanc est l'ennemi de l'être humain noir. Les gens doivent comprendre. Ah oui. Il y a des gens qui se disent opposants. Opposants parce qu'ils ont envie plus tard d'être hommes politiques. Mais maintenant, ça ne sera plus ça. C'est aux Africains de décider qui ils voudront voir. Ce n'est plus les systèmes colonialisme, les systèmes destructifs du continent d'Afrique. On n'en veut plus. Voilà pourquoi le peuple noir, nous devons nous battre avec l'homme blanc qui nous a amené des systèmes pour appauvrir notre continent qu'est l'Afrique. Oui, l'homme blanc, il faut se battre avec lui. Il faut. Car l'homme blanc n'aime pas la révolution. Ils ont peur de la révolution. Mais on doit se battre avec l'homme blanc. Il n'y a que comme ça. Voilà. Il n'y a que comme ça. Je suis en train de chercher. Vous voyez mon truc là, je suis en train de le chercher. Ça m'énerve ça depuis... Ah, Godfather. J'ai besoin de ça. Oh là 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 là. Mais où est le... Je vais pas tout continuer à tourner. Ça énerve ça. Comment je vois pas ça ici? Hein? Ah ouais. Donc ça c'est ça. Oui, mais c'est ça. Donc, on va faire comme ça. On va continuer à suivre. Quatre conditions pour qu'il y ait la démocratie. Et à la fin de ces quatre conditions, il dit, s'il existait un peuple de Dieu, ce peuple pourrait être gouverné démocratiquement. Comme il n'y a pas de peuple de Dieu, et la démocratie n'existe pas. Ça n'a jamais existé, ça ne va jamais exister. Donc, la démocratie, c'est un idéal, c'est un processus. Et chaque pays, avec les crises restent toujours des acquis pour le processus démocratique d'un pays. C'est pour ça que j'ai trouvé effarant qu'on fasse une guerre en Côte d'Ivoire pour venir installer quelqu'un au pouvoir sous prétexte qu'il a été élu. C'est ce que j'ai trouvé d'effarant. Alors qu'au même moment, vous avez au Myanmar ou en Biélorussie, la Biélorussie c'est l'Europe. Il y a un monsieur, Loukachenko, qui a dit qu'il a gagné les élections avec 90%. Le lendemain, il a mis en prison tous les partis d'opposition. L'Union européenne n'a pas réagi. Mais en Côte d'Ivoire, ça s'est passé le même mois en Côte d'Ivoire. Loukachenko, c'était un mois après les élections ivoiriennes. Mais les Européens n'ont pas vu. Alors, pour le cas de la Libye, par exemple,
Vous avez écrit 2 lettres, hein? Une lettre Allez. pour la guerre qu'il est en train de mener en Libye. Oui. Et vous avez écrit une autre lettre pour expliquer les vraies raisons du conflit en Libye. J'ai écrit 5 articles sur la